Salut à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Pod Conseil. Aujourd'hui, nous allons parler du sorgho multicoupe, une culture clé pour maximiser la production de biomasse tout au long de l'année et améliorer la gestion des pâturages. Mais comment cette culture peut s'intégrer parfaitement dans le renouvellement des prairies et des pâturages ? Qu'en est-il de sa valorisation ? Comment l'intégrer au mieux dans les rations ? Des questions que nous allons nous poser dans cet épisode. Et pour en parler, je suis accompagné par Basile Oconios, éleveur laitier bio à Palaisieux. Basile, bonjour. Salut. Et Eliane Lemaitre, conseillère production animale chez ProConseil. Salut Eliane. Salut. Pour commencer, Basile, est-ce que tu pourrais nous présenter un peu ton exploitation ? Alors, j'ai une exploitation familiale avec mes parents. On a 32 vaches laitières en gruyère bio, production à Palaisieux. On fait également des poules pondeuses. On a un poulailler 2000 places et un poulailler mobile de 800 poules. Avec ça, je fais un peu des cultures, du blé et du maïs. Et puis surtout des pâturages et des herbages pour les vaches. Justement, tu parles des pâturages et des herbages. J'ai tout de suite envie de rentrer dans le vif du sujet, de te poser la question. Et en fait, c'est quoi la place du sorgho multicoupe dans ton exploitation ? Enfin, juste petite parenthèse, on va plutôt concentrer l'épisode sur le sorgho multicoupe parce que le sorgho monocoupe, c'est d'autres enjeux. Mais du coup, quelle est la place du sorgho dans la stratégie de ton exploitation ? Alors en fait, nous, on fait beaucoup de pâture et puis on a des herbages, des pâturages qui ont 10 ans ou voire plus. Et on ne savait jamais vraiment comment les renouveler. Alors souvent on faisait du blé, mais on perdait en gros une année de pâture autour de la ferme sur certaines parcelles. Et la stratégie, c'était comment renouveler ces prairies tout en gardant de la pâture ou de la production fourragère à proximité. Eliane, je sais pas si tu as un complément à faire. Ouais, je pense que l'enjeu principal, c'est justement maximiser la biomasse sur toute l'année, notamment des surfaces accessibles et ceux qui misent essentiellement sur la pâture. Et puis aussi pouvoir casser le cycle d'une prairie quand on veut la renouveler. Le sorgho multicoupe s'intègre parfaitement dans cette stratégie. Mais concrètement, comment on procède en fait ? C'est-à-dire qu'avant d'implanter le sorgho, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'itinéraire technique un peu ? Alors moi je commence l'année comme d'habitude, des primages très tôt, déjà en mars, suivant l'importance du sol. Ouais. Et je mets en fait mon sorgho une fois que les températures sont bonnes, disons fin mai, début juin, pour prévenir en fait les cas de sécheresse. Donc voilà, grosse pâture, des primages. Ensuite je laboure, je mets mon sorgho en place pour avoir quelque chose qui pousse en cas de sécheresse durant l'année. Je pense que du coup c'est intéressant aussi ce que tu dis dans le sens où on remarque en Suisse notamment le pic de la pousse de l'herbe il est au printemps et je pense que c'est important même sur des prairies qui vieillissent de pouvoir maximiser aussi le rendement qu'elles peuvent produire au printemps et puis on remarque effectivement que c'est plus sur le début d'été qu'elles s'essoufflent complètement et c'est là où le sorgho il prend le relais. Donc faire un déprimage précoce au printemps je pense que c'est intéressant et après on peut même faire 2 tours de pâture avant de pouvoir détruire la prairie puis ça nous amène en fait à fin mai au moment idéal pour semer le sorgho. Et puis en fait c'est quoi ? Il faut attendre une bonne température du sol pour l'implanter c'est pour ça que t'attends... C'est ce qu'on m'a toujours conseillé, c'est qu'il faut qu'il fasse chaud. Okay. Il faut pas, il est très fragile au niveau du gel. Alors même si ça va plus vraiment geler au mois de mai, j'attendais toujours qu'il fasse chaud et que ça pousse. Ouais, puis je pense qu'il y a le compromis entre température du sol où effectivement il a besoin de chaud, mais aussi toujours avoir un petit peu d'hygrométrie parce qu'en fait le sorgho c'est comme toutes les plantes, s'il n'y a pas d'eau il ne va pas pousser et surtout dans les 3 premières semaines où c'est un peu le stade clé pour qu'il puisse bien s'implanter, il faut quand même avoir un minimum d'eau au départ et c'est pour ça qu'il ne faut pas non plus pousser sur des semis de sorgho fin juin. Là il y a beaucoup plus de risques de sécheresse et du coup de ne pas voir la plante lever comme il faut, quoi. Mmh. Et là tout à l'heure tu as parlé de labour au niveau de la préparation du sol pour le sorgho, c'est un truc où tu fais attention. Il faut de la terre fine, il faut... Alors surtout, moi je veux détruire ma prairie. Ouais. Alors le meilleur moyen en bio, c'est quand même encore la charrue. Surtout que j'ai des terres lourdes, du coup on n'a pas de problème avec le labour. Donc voilà, je laboure et je sème directement le sorgho en pur. Et puis,
Je me posais aussi la question sur des vieilles prairies qui ont des trous, un peu des lacunes. Est-ce que un labour serait forcément essentiel, parce qu'on connaît aussi les difficultés de la portance du sol avec un labour. Est-ce que un passage avec un chisel à dents ou plusieurs passages pourrait aussi faire cet effet pour diminuer les manques de portance suite à un labour. Après, c'est toujours la question, il faut de la terre fine pour le sorgho, donc est-ce qu'après un chisel ou plusieurs passages, ça suffit? C'est pas sûr, mais ça pourrait aussi être étudié dans le cas de certaines prairies qui seraient lacunaires. Mmh. Parce qu'en fait, il faut semer ça en surface, c'est une petite graine, non, quand même? C'est une petite graine, oui. Ouais, il faudrait viser autour de 2 cm maximum. Donc, ouais, Eliane? Il y a peut-être aussi une question qu'on n'a pas abordée, c'est le sorgho, est-ce qu'on le sème en pur ou associé? On sait par expérience qu'un sorgho multicoupe associé à un trèfle d'Alexandrie par exemple, ou un trèfle de Perse peut aussi très bien fonctionner, parce qu'en fait le trèfle il va couvrir un petit peu plus le sol, notamment au départ comme je disais où le sorgho il a un peu plus de peine, et puis ça permet, si le sorgho lève pas très bien, de compenser un petit peu le manque de pousse du sorgho, et puis de faire un petit peu plus de biomasse et d'apporter un peu de protéines aussi dans le fourrage. Après je sais pas, Basile, est-ce que c'est quelque chose que toi tu fais ou que tu as testé? Alors non, j'ai toujours fait en pur. C'était plus juste pour voir qu'est-ce que ça donne en fait. Je voulais voir qu'est-ce que c'était ce sorgho, et on a mis que ça, plus pour un peu avoir d'expérience. Ouais. Après, pourquoi pas mettre du trèfle dedans, on m'en a parlé aussi, mais voilà, c'est un truc que j'ai encore jamais fait. Que j'aurais dû faire l'année passée, je pense, parce que j'ai semé un peu tard justement. On avait beaucoup d'eau au printemps. On s'est dit bon, pas parfait, ça ira. Le chaud arrive. Et 10 jours de bise, et on n'a pas pu en fait semer dans des conditions très bonnes finalement, parce qu'en 10 jours tout était sec et l'eau est venue très tard. Donc le sorgho, comme tu disais, il a mis du temps à se développer. Donc semer quand il fait chaud, mais quand c'est humide, ça c'est important. Et peut-être que si j'avais mis du trèfle avec, le trèfle aurait pu couvrir un peu les trous que j'avais dans le sorgho. Et puis niveau densité de semis, toi tu sèmes à combien ton sorgho? Là, je crois que c'est 40 kg hectare. La variété que j'ai cette année. Ok, ouais, donc c'est des densités assez élevées. C'est aussi bien dans une stratégie pour pâturer, où justement une densité un peu plus élevée, elle permet d'avoir des tiges et des feuilles plus fines, ce qui est favorable à la pâture. Mais en général, c'est vrai que les recommandations, elles sont entre 25 et 30 kg hectare. Après, au contraire, je pense qu'augmenter la densité, ça permet d'affiner un petit peu ces tiges qui sont parfois dures à pâturer à des stades plus tardifs. Ouais. Et puis en termes de variétés, ça aussi c'est la grande question. Il y a beaucoup de variétés dans le sorgho en général, et aussi dans le sorgho multicoupe. On sait qu'il y a 2 grandes familles. Il y a les sorghos qui sont dits herbes du Soudan, qui sont justement avec des tiges et des feuilles plus fines. Et puis il y a les sorghos hybrides, qui eux ont des tiges un peu plus larges. Toi, dans ta stratégie, tu utilises quel type de variété? Alors j'ai fait pendant 3 ans du piper. En fait, c'est plus qu'on n'a pas beaucoup de choix sur le marché. Alors, il en existe, mais pour avoir les semences, c'est pas si évident que ça. Et par exemple, cette année, j'ai pas pu l'avoir. Donc, j'ai une autre variété du zouzou, qui semblerait un peu moins bon pour la hauteur de pâture. Il faut faire un peu plus attention au niveau de la durine. Mais voilà, c'est plus que on n'a pas encore beaucoup de choix en stock de semences en Suisse. C'est ça. Donc si on a le choix, c'est vrai que c'est bien de miser, comme tu dis, sur des variétés comme Piper, Hermès, qui sont des sorghos herbes du Soudan, donc des tiges, des feuilles plus fines, aussi moins concentrées en durine que les variétés hybrides. Ça, c'est des analyses qu'on fait à Groscope et qui continuent d'étudier. Et puis, effectivement, si on n'a pas le choix, on prend des hybrides, mais on sait que au niveau de la pâture, il faut peut-être attendre quelques centimètres de plus avant de mettre les vaches, parce qu'ils sont un peu plus concentrés en durine, et aussi avec des feuilles et des tiges plus larges. Donc au niveau de la pâture, peut-être justement sur ces variétés-là, c'est bien d'augmenter légèrement la densité de semis pour maximiser l'appétence aussi. Là, vous parlez de la durine, on va aborder un peu ce sujet un tout petit peu plus tard. Pour revenir à la gestion du sorgho, on a un sorgho qui a t'as dit un démarrage un peu lent, c'est ça? Ouais. Est-ce qu'il y a des points de vigilance à faire attention au niveau de la concurrence vis-à-vis des adventices ou ce genre de choses? Alors justement, moi, on m'a toujours dit, fais gaffe, il aime pas la concurrence. Pour ça que j'étais parti sur un labour. Par contre, une fois qu'il se met en place, alors lui, il fait de la concurrence au reste. Il étouffe tout. Ouais.
Parce que c'est une culture un peu couvrante qui fait beaucoup de... Oui, puis elle d'étalage. pousse très vite après. On la voit pousser à l'œil nu. Et puis, Ah ouais. ouais. Moi, en tout cas, je trouvais que ça nettoyait bien. J'avais pas de problème de mauvaises herbes. Au démarrage, c'est vrai, il est sensible et après, il fait prend un le effet nettoyant. Et du coup, c'est aussi un des gros avantages, c'est qu'autant en bio qu'en conventionnel, sur du sorgho multicoupe, il n'y a pas forcément besoin de désherber derrière, quoi. Ouais, donc même si au début ça fait un peu peur, faut lui faire confiance à ce sorgho et puis après il reprendra le dessus. C'est ça. Et puis au niveau de la fumure, est-ce que tu as une stratégie particulière? Pas spécialement, non. À l'automne d'avant, je purine tous les parcs. Au printemps également, chaque fois entre 25 et 30 unités. Et généralement, je mettais de nouveau 25 unités avant de labourer. Et puis sinon tu mises sur les reliquats de l'ancienne prairie aussi. Exact, ouais. Et puis il y a comme les vaches qui pâturent. Mais l'année passée, j'ai mis une partie, ma parcelle était séparée en deux, il y avait une zone de captage qui est sans fumure. Ouais, Et le sorgho était là, la même chose. pareil. Donc finalement... Tu te poses la question de... Ouais, des fois, il faut vider la fosse, ma foi. Puis, on profite d'en mettre à ce moment-là. Mais en soi, j'ai remarqué que c'était pas si grave. Si on n'a pas le temps de mettre un apport, il va venir, il n'y a pas de problème. Yann, est-ce qu'il y a des recommandations générales sur ces fertilisations ou... C'est assez peu connu en fait sur le sorgho multicoupe notamment, mais le sorgho monocoupe aussi. Mais sur du multicoupe, je pense que le meilleur conseil c'est de gérer ça un petit peu comme une prairie, parce qu'on voit en termes de rendement sur l'année, finalement, on est à peu près sur des mêmes rendements que des prairies classiques. Donc à peu près 30 unités par coupe. Si on veut mettre de la fumure, c'est un petit peu ça qu'il faudrait viser. Sachant que l'été, comme tout, il n'y a pas forcément besoin d'en mettre parce qu'après l'azote il n'est pas valorisé comme il faut et puis dès que la pluie revient le sol il minéralise et puis il assimile. Voilà, donc plutôt sur le printemps s'il y a besoin de mettre un moment. C'est noté. Du coup on va parler de cette valorisation du sorgho, donc autant aborder le sujet maintenant. La durine, alors qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est bien connu? Ouais, c'est vraiment la grande question, puis c'est ce qui fait peur avec ce sorgho finalement. Donc juste en 2 mots, pour ceux qui ne savent pas, la durine c'est une molécule qui est présente naturellement dans le sorgho à des concentrations différentes et puis qui, quand elle est ingérée par le bétail, elle se dégrade dans le rumen en acide cyanhydrique. Et puis c'est cette toxine-là qui provoque des complications respiratoires et puis qui peut mener à la mort de l'animal. Je pense qu'il faut quand même dédramatiser un petit peu. Oui, il y a des risques, mais finalement, on voit entre autres par les analyses aussi faites de l'acide cyanhydrique par agroscope que les risques ils sont présents, mais ils sont présents à certaines hauteurs du sorgho multicoupe et que au-delà de 40-50 cm sur des sorghos herbes du Soudan, on voit que en fait les seuils de toxicité ils sont pas atteints, mais c'est vrai qu'au niveau des recommandations, on préfère toujours être prudent et si on vise les minimum 60 cm pour tous les types de sorgho multicoupe, on sait qu'on est assez serein entre guillemets, pour autant qu'on donne aussi une ration à côté. C'est vrai que le sorgho, on va pas donner que ça, surtout à du bétail laitier qu'on veut faire pâturer et produire quand même. Il y a quand même un seuil à respecter, quoi. Enfin, faut quand même être vigilant, mais globalement, une fois que ce seuil est passé, ça va. Voilà. Et du coup, Basile, toi, quand tu fais pâturer ton sorgho, donc il y a ce seuil, est-ce que finalement c'est quelque chose où tu te dis j'ai jamais été en dessous des 60? Alors, ça m'a jamais vraiment fait peur, parce qu'en dessous de 60, on n'a pas envie de le pâturer. C'est trop petit. C'est trop petit, c'est trop faible, il y a pas grand-chose en fait. Donc de toute façon, moi je commençais des fois même plus tard. Après ça dépend aussi de l'importance du sol, enfin il y a pas mal de paramètres qui rentrent en jeu justement. Mais l'année passée que j'ai bien réussi, j'ai commencé, c'était quasiment la hauteur d'un piquet, le sorgho. Donc on était plutôt autour des 90. Donc là t'es loin du danger, quoi. Je suis loin du danger et en plus j'avançais mon fil avec une prairie. Donc comme ça c'était dilué, plus du foin à la crèche. Donc je pense qu'il y a quand même l'effet dilution qui est important. Enfin, ça me fait pas plus peur que du trèfle l'automne ou comme ça, où on doit aussi faire attention. Donc voilà, il y a quand même l'effet de dilution, puis peut-être essayer de faire manger un peu de foin aux vaches avant qu'elles sortent le matin ou des choses comme ça. Ouais, donc tu donnes quand même quelque chose à côté. Ouais. Alors en fait, je pense que si elles mangeaient que ça,
je suis pas sûr que la production serait fantastique. Ouais, on voit que dans les analyses qu'on peut avoir, alors attention à l'interprétation des analyses, mais en moyenne, ce qu'on peut en déduire, c'est que ça vaut un foin relativement moyen. On est autour de 5,5 NEL et puis 10-12% de protéines. Donc c'est clair que c'est pas avec ça qu'on va produire énormément de lait. D'où l'aspect complémentation, en plus de la diminution des risques avec l'acide cyanhydrique. Là, tu parlais de la pâturophile. Concrètement, tu procèdes comment Alors, je mettais... en fait, j'avais le parc d'à côté, donc une prairie plus le sorgho, et j'avançais le fil. Alors là, c'est un peu à l'œil, on va dire. Je voulais que le sorgho soit propre une fois qu'elles ont terminé, donc qu'elles mangent toute la tige. Mm-hmm. Et du coup, en langage paysan, ça faisait avancer 3 piquets par jour. mais voilà, ça c'est chacun fait un peu comme il le pense. Mais vu que moi j'avais la prairie à côté, c'était intéressant de voir parce que le matin, elles allaient dans le sorgho directement et elles mangeaient tout ce sorgho jusqu'à midi. Puis après l'après-midi, elles pâturaient un peu d'herbe à côté. Alors qu'elles avaient accès à tout. Elles avaient accès à tout. Mais les vaches choisissaient d'elles-mêmes d'aller d'abord dans le sorgho. Donc il y avait l'effet appétant qui doit être là quand même qu'on pâturait à 1 mètre voire plus. Donc il faut dire que quand j'ai commencé, c'était 90 cm de hauteur. Ouais. Et quand j'ai fini la parcelle une semaine plus tard, je voyais plus les vaches dans le sorgho. Donc le sorgho faisait entre 1m50 et 1m80, je pense. Oui, parce qu'après, on a dit que le démarrage était lent, mais une fois que c'est lancé... Une fois que c'est lancé, il n'y a que ça qui pousse, quoi. Et c'est presque ça, le risque, entre guillemets, c'est la gestion, de cette pousse, quoi. Ouais. Mm. Et quand j'ai commencé en 2021, on faisait des grandes théories sécheresse. On a commencé le sorgho, puis il a plu durant tout l'été. Et là, en fait, vu qu'on laboure, on pouvait pas pâturer. Puis du coup, on a perdu trop de temps avec ce sorgho il était finalement trop haut après pour pâturer. Donc, comment faire entre deux, c'est presque ça le problème, c'est s'il pousse trop. Mm-hmm. Donc, moi, j'ai pas l'habitude de faire de l'ensilage, mais en fait, on aurait dû faire de l'ensilage et puis le vendre. On a essayé de l'ensiler avec une ensileuse et puis ça n'a pas marché. Donc il y a encore des choses à apprendre, mais il faut pâturer, pas avoir peur d'y aller, quoi. Et puis d'avancer parce que ça pousse vite. Donc tu commences à une hauteur de 1 piquet et à raison de 3 piquets par jour. Eliane, au-delà de l'unité piquée, est-ce qu'il y a des choses qu'il faut... Qu'est-ce qu'on pourrait dire de manière un peu plus générale ? C'est assez subjectif parce que autant sur une prairie, on a des notions un peu plus précises de hauteur d'entrée de parc, sortie de parc. Là, sur du sorgho, on est à plus ou moins 40 cm et en fait... ça joue, quoi. Je sais pas si ça joue, mais pour donner des chargements à l'hectare, c'est compliqué. Je pense que ça dépend vraiment de la hauteur d'entrée et puis de la gestion de cette pousse. Mais si on doit donner un peu une indication globale, il faudrait viser à peu près 2 UGB par art. Chez toi, Basile, on a calculé, on est à peu près à 3 UGB. On est un peu dans ce ordre de grandeur-là. Exactement. Comme ça. Et puis, moi, j'ai jamais calculé ça. Enfin, c'est vraiment à l'œil. Voilà, parce qu'on a peu de retours, peu d'expérience, et puis peu de données concrètes, on va dire. Ouais, c'est ça. Et puis, une autre question que je me posais chez toi, comment tu gères en fait la repousse du sorgho ? Parce que finalement, elle reste 1 semaine dans un parc. Est-ce que tu mets le fil arrière ? Je mettais le fil arrière dans la partie sorgho, voilà. Ouais, la prairie, elle l'avait à 100%. Ouais. Et puis, mais plus pour des questions techniques, en fait. Mais je fermais le sorgho derrière, Ouais. Puis ça, je pense que ça évite aussi, sur 1 semaine de pâture, le sorgho qui a été pâturé au départ, il a le temps légèrement de repiquer. Puis peut-être qu'aussi les risques d'acide cyanhydrique, d'intoxication avec l'acide cyanhydrique, elles peuvent venir de cette pâture des jeunes repousses. Donc je pense que c'est une bonne stratégie en fait de refermer derrière pour pas qu'elles reviennent manger la petite herbe de sorgho. Mais est-ce qu'il y a d'autres stratégies que de la pâture dans la valorisation du sorgho ? Est-ce qu'on peut l'enrubaner ? Est-ce qu'on peut le faucher ? Alors, je pense qu'on peut l'enrubaner assez facilement tant que le stade n'est pas trop avancé. Parce que la tige, au bout d'un moment, elle devient trop dure. Ouais. Et c'est là qu'on aurait dû faire peut-être plus attention les années un peu humides. C'est que si on voit qu'on va pas réussir à le pâturer, faire une coupe et l'enrubaner avant. Comme ça, on repousse en fait la prochaine pâture. Mais ce sorgho, s'il est trop haut, on peut plus rien faire avec, j'ai l'impression.
Ouais. Et puis la difficulté, en fait, dans ce cas-là, c'est toutes les exploitations qui sont en gruyère, par exemple, ou qui peuvent pas fourrager des fourrages ensilés, trouver un débouché pour ces ballerons d'enrubanés. Je pense que c'est aussi ça dans la réflexion. Quand on est en gruyère, on fait du sec, et en fait, on pense peut-être pas à faire de l'enrubanage pour le valoriser chez quelqu'un d'autre. Ouais. En fait, c'est juste qu'on n'y pensait pas, comme tu dis, parce qu'on n'en fait pas. Mais je pense que j'aurais trouvé assez facilement quand même une façon de le revendre. Et puis, vu que le but principal, c'est de renouveler la prairie, et il faut pas oublier que c'est ça l'idée de base, et que si on perd une pâture de sorgho, c'est pas très grave, on va dire. Mais c'est vrai que quand il fait sec, il y a que le sorgho qui est vert, il y a que ça qui pousse. Donc on compte un petit peu dessus maintenant qu'on a pris l'habitude. Oui, parce que tu parlais de 2021 qui était une année humide, mais après on a eu 22 et 23 qui étaient un extrême opposé, quoi. Exact, ouais. Et puis là, alors, il y a que ça qui pousse. Et puis au final, une coupe de perdu, mais si on restitue ça au sol, ça peut faire un beau couvert. Oui, ça peut aussi, mais dans une stratégie oui, c'est pas ce qu'on élevage, cherche, on a envie de valoriser le fourrage. Maintenant qu'on a parlé de cette question de valorisation, ensuite, qu'est-ce qui se passe dans l'itinéraire technique ? Qu'est-ce qu'on en fait de ce sorgho une fois qu'on en a fini avec ? Alors moi, l'année passée, après la première pâture qui était début août, j'ai semé en semi-direct ma prairie à l'intérieur. Les conditions étaient bonnes et propices à ça. Et l'idée c'était ça de base, c'est de pouvoir semer en direct ma prairie, passer un coup de rouleau, et qu'après la prairie soit protégée sur le mois d'août par le sorgho si on a de nouveau des gros coups de sec ou de chaud. Et puis j'ai pu faire encore 2 pâtures avec la prairie implantée en fait dedans. Alors ça fait un peu peur à l'œil comme ça, quand on remet des vaches dedans, on voit à peine les lignes d'herbe et tout ça, mais au final ça a vraiment bien marché. Et à la fin, le sorgho était devenu un peu plus dur aussi, elle laisse pas mal de tiges par terre, donc c'est pas vraiment très propre, on va dire, à l'œil. Mais voilà, le premier coup de gel qui arrive fin septembre, le sorgho il s'efface. Et puis ma prairie elle est implantée. Puis cette année, j'ai fait une belle coupe de foin déjà avec cette prairie. Tout bénef. Ouais. Et puis même, on peut aussi, là, toi, tu l'as fait après la première coupe. Si on arrive à semer le sorgho sur début juin, on arrive même à attendre 2 pâtures de sorgho pour implanter sa prairie en direct. Et puis, comme Basile a dit, dès qu'il fait moins de 20 degrés, le sorgho, il jaunit. Puis finalement, il pousse plus, mais il fait un bon couvert pour la prairie qui va s'installer gentiment sur l'hiver. Ce qu'il faut peut-être faire attention, c'est de refaire un peu de lumière quand même pour la prairie, je dirais au plus tard en septembre ou quelque chose comme ça, pour vraiment qu'elle puisse bien s'implanter avant l'hiver. Donc l'année passée, on a eu un peu peur, finalement ça a bien marché, mais à refaire, là aussi, est-ce qu'on ferait pas une coupe de silo fin août ou septembre pour justement bien dégager de la lumière pour la prairie. C'est la prairie qui devient importante là. Ouais, après c'est l'enjeu, c'est le relais, quoi. Ouais. Au niveau du SMI direct, toi, tu as des recommandations sur le type de machine qui a été utilisée ou bien qu'est-ce que toi, tu as fait chez toi, du coup ? Alors moi, je fais tout semer depuis 3 ans maintenant. Donc non, au niveau machine, j'ai pas forcément de recommandations. Ouais. Faut être assez précis déjà au semis du sorgho. Si on a un vieux semoir pas trop précis, je pense que c'est compliqué. Surtout que les semences, on prend un peu... Il n'y en a pas beaucoup, donc on prend juste ce qu'on a besoin. Donc c'est pour ça que j'avais commencé à faire semer aussi. Mm-hmm. Et puis le semi-direct, alors on est passé... c'était une certaine marque de semoir, mais je crois pas que ça change grand-chose. Peut-être les disques sont importants s'il y a beaucoup de tiges qui restent au sol. C'est peut-être ça, voilà. Sinon, ça bourre. Je connais pas tous les semi-directs, mais qui a des bons disques qui doit quand même couper ces résidus de sorgho qui restent au sol. Ouais. Et puis, moi, je vais quand même citer une marque, mais c'est vrai qu'on a remarqué que les semoirs type Vredo, qui sèment un interline de 7 cm et demi et qui ont justement ces disques qui peuvent assez bien poser la graine dans le sol, ça fonctionne assez bien pour renouveler une prairie, aussi parce que l'écartement, il est plus faible et du coup, la prairie peut mieux couvrir rapidement. On commence à boucler un peu l'itinéraire technique de renouvellement de prairie et l'installation de la suivante. Est-ce qu'on peut mettre des chiffres un peu sur ce sorgho, au niveau des gains, des rendements, de tout ça ?
Ouais, le sorgho, c'est dur à dire à la pâture, c'est pas quelque chose qu'on mesure, mais si on fait le comparatif avec un sorgho qui est récolté pour enrubanner, en général, on peut viser entre 25 et 45 décitonnes de matière sèche en fait à l'hectare. Ça dépend aussi beaucoup de l'association, s'il est avec du trèfle ou pas, et puis quelle hauteur, quel stade on le prend. Plus on attend, plus il y a de volume, quoi, forcément. Basile, c'est des chiffres que tu tires trop. Difficile à dire comme ça, parce que justement, moi... tu mesures pas forcément. Je mesure pas forcément, voilà. Et en plus, l'année passée, j'avais quand même 2-3 coins qui n'avaient pas bien levé, donc difficile à dire en termes de chiffres. Surtout, moi, je le calcule pas vraiment. C'est ça, à la pâture, en fait, on se rend moins compte. Faut pas aussi négliger les éventuels refus et piétinements aussi. Avec du sorgho à 1 mètre, on sait qu'il y a quand même passablement de pertes au sol. Mais je pense que c'est un peu l'ordre de grandeur par coupe qu'on peut espérer. Donc ça fait sur 2 pâtures de sorgho, 2 belles pâtures, on est autour des 60 à maximum 80 décitonnes de matière sèche. Donc on rejoint l'objectif principal de maximiser la production de fourrage. Exactement. Du sorgho multicoupe. On arrive gentiment à la fin de cet épisode. Avant de conclure, est-ce que vous avez des recommandations, enfin Basile, par rapport à tes années d'expérience de sorgho, parce que là on essaye de mettre en avant quelque chose, mais est-ce qu'il y a eu des loupés ou des choses où tu te dis ah tiens ça à l'avenir je ferai vraiment plus attention, des choses comme ça? Alors les points importants pour moi, c'est semer quand il fait chaud mais pas sec. Ouais. Ça c'est très flagrant. Pâturer quand même assez tôt, pas avoir trop peur parce que ça pousse vite. Donc voilà. Faire attention à ces 60 cm mais pas non plus penser qu'à ça. Parce qu'après, une semaine après, il a doublé. Donc là faut y aller. Et puis, faire de la lumière en septembre pour la prairie. Moi, c'est un peu les 3 points clés que j'ai retenus ces dernières années. Moi, j'aurais peut-être quelque chose à rajouter, mais c'est plus spécifique au choix de la prairie de pâture. Toi, tu mises sur quel mélange, justement? Qu'est-ce que tu remarques qui fonctionne bien en pâture et en particulier en sous-semis, quelque part dans ce sorgho? Alors là, je mettais des mélanges 400. Ouais. Parce que c'est vraiment des pâturages qui vont rester. Je disais, j'ai des pâturages qui ont passé 10 ans maintenant. Donc on mise quand même d'implanter une prairie qui va durer après. Ouais. Puis on sait que c'est des mélanges, comme tu dis, qui durent, mais qui s'implantent doucement. Donc ça relève aussi le fait que l'importance du couvert sur l'hiver, qui permet à cette prairie qui est peut-être un petit peu plus lente au démarrage à se mettre en place, de lever comme il faut et puis de s'installer pour le printemps suivant. Ouais. Et justement, en parlant de l'implantation au printemps suivant, on peut aussi se poser la question, est-ce que ce sorgho reste? Est-ce qu'il est gélif comme on le pense ou est-ce qu'il y a des risques de repousse? Basile, toi, tu as une expérience là-dessus que tu as constatée? Alors, gélif, ça c'est pour moi assez clair. Il gèle très tôt, très vite. Il s'efface en tout cas assez facilement. Par contre, ce printemps, c'est la première année que j'ai des repousses. Après, c'est la première année que je fais du semi-direct aussi. Donc, voilà. Mais j'ai des repousses de sorgho ce printemps. Je me demande si c'est pas plutôt des graines qui sont restées dans le sol de l'année passée, vu que j'ai semé dans des conditions trop sèches. Et puis, est-ce que c'est des graines qui seraient restées en dormance depuis l'année passée? Ouais, c'est possible, surtout que finalement on le pâture à un stade où il n'est pas encore à graines, donc l'effet resemis par la plante il est quasi faible, mais par contre si les conditions n'étaient pas hyper bonnes à l'implantation, c'est possible qu'il y ait des graines en dormance. Après, est-ce que c'est un problème ou bien est-ce qu'on se dit c'est pas grave, il est dans une prairie que je vais pâturer et faucher, il est certainement pas en proportion énorme. Et puis potentiellement il va geler complètement l'année suivante, quoi. Ouais, exactement. Alors après on verra pour la pâture, mais justement la proportion, je pense pas qu'il y en a énormément. Je pense que je vais pouvoir pâturer normalement, même s'il y a quelques plantes un peu basses de ce sorgho. Mais en tout cas les autres années, après on a eu un hiver doux, voilà, je sais pas, mais franchement dès qu'ils annonçaient du froid, ils gelaient le sorgho, donc je pense plutôt que c'est ça, c'est vraiment ces graines qui sont restées. Ouais. Donc le risque il est limité, mais si vous retrouvez du sorgho dans les prairies l'année suivante, il ne faut pas non plus s'affoler. Et puis on sait qu'il va forcément geler à un moment donné. Oui. Eliane, est-ce qu'on aurait oublié des points? Là comme ça, je pense
pas. Enfin, après, voilà, c'est pas forcément exhaustif, mais juste pour compléter, il y a un article aussi qui va sortir dans la grille du 24 mai à ce sujet, donc n'hésitez pas à aller le consulter. Il y a aussi des fiches techniques sur le sorgho multicoupe qu'on est en train de rédiger avec les membres de la DCF. Donc, ils sortent aussi au printemps 2024. Il y a 2 nouvelles fiches justement sur la gestion et la valorisation de ce sorgho multicoupe précisément. Donc, si vous voulez creuser un petit peu le sujet, n'hésitez pas à les consulter dans le classeur la production herbagère ADCF. Et puis si vous jamais, on mettra aussi dans la description de l'épisode quelques compléments ou des liens qui renvoient vers ces choses-là. Parfait. Je vais vous remercier tous les deux, en tout cas. C'était un plaisir d'enregistrer cet épisode avec vous. Et on espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager et à le diffuser autour de vous. C'est comme ça qu'on se fait connaître. Merci à vous deux. Merci beaucoup. Merci à toi. À bientôt. Ciao.